Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Accès Direct. Nous sommes partis pour une petite heure d'actu et de découverte sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h au sommaire de ce mercredi 26 septembre. Notre plateau largement ouvert ce soir à la programmation culturelle depuis 22 ans. Jazz Contrebande dépasse les frontières. Le festival frontalier rassemble 27 lieux autour du jazz tout au long du mois d'octobre. Je reçois dans quelques minutes son fondateur et la directrice du Blitzglass à Annecy qui participe à l'événement. Ludivine Chopard, la directrice justement, qui restera avec moi en seconde partie d'émission pour un petit point sur la programmation culturelle à venir au Brise-Glace, le Brise-Glace qui fête ses 20 ans. Et puis Cécile Bouget nous accompagne encore tout au long de cette nouvelle saison d'Accès Direct avec ses belles initiatives. Elle sera avec moi à la fin de cette émission. Mais avant, on attaque comme chaque soir avec les titres du JT, mais ce soir j'en ai deux pour le prix d'un. Eh ouais. Bonsoir. Bonsoir. Salut Fanette. Manu, tu es avec nous, on va vite comprendre pourquoi, parce que la colère gronde du côté de Saint-Jean-de-Tholum, Seb. Oui, petit village du Faucigny, moins de 1000 habitants, et la quiétude qui vient être menacée par un projet de carrière qui sème la zizanie chez les habitants, qui n'en veulent pas. Ils ont créé un collectif, donc on verra ce que ça donne. Bah, Manu, tu vas déjà un petit peu nous éclairer sur ce dossier un peu compliqué, parce que c'est toi qui as été tourné ce reportage ce matin. Tout à fait. Donc, première question, c'est où précisément Saint-Jean-de-Tholum ? Alors, Saint-Jean-de-Tholum, c'est sur les pentes du Maule. Donc là, on est exactement entre la vallée de l'Arve et le Chablais. On ne parle pas encore de vallée du Gifre, c'est juste à côté, mais c'est bel et bien dans le bassin du Faucigny. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a mobilisé les habitants du village ? En fait, surtout, c'est ce qui les a surpris, c'est qu'ils ont découvert un petit peu à leurs dépens que la municipalité avait comme projet justement de pourquoi pas établir une carrière de granulat ou de marbre sur le territoire de la commune. Alors c'est des terrains qui sont à la fois communaux et privés, donc forcément il faut les accords des propriétaires. Et là, en fait, c'est les habitants qui ont vu arriver un cabinet de géomètres, de géologues qui ont voulu faire des études de sol, et c'est comme ça qu'ils ont découvert que justement il y avait cette possibilité d'avoir une carrière sur leur commune, ce qui les a bien évidemment tous rassemblés contre ce projet de carrière. Mais pour le moment, on est bien à l'état d'études, de projet. Que dit la mairie ? Alors la mairie, elle ne souhaite pas encore communiquer pour l'instant. Elle a le temps que plusieurs études soient menées, dont notamment la première, une étude de faisabilité qui est en cours, sur laquelle les habitants ont acté et ont joué un rôle, puisqu'ils ont retracé environ 80 questions qu'ils ont proposées à la mairie dans le cadre de cette étude de faisabilité. Normalement, on devrait en savoir plus d'ici la fin de l'année. Et le collectif va se mobiliser. Il y a un rassemblement qui est prévu dimanche. Dimanche, donc sur le site du Pénouclet, là où devrait justement peut-être voir le jour cette carrière, un grand rassemblement à midi dans la joie et la bonne humeur, puisque c'est un pique-nique qui a été choisi pour un peu alerter la population, les riverains, mais également les autres communes sur ce projet de carrière. Il fait beau dimanche ? On l'espère. Surtout, on peut le dire, ça va dépendre de la météo, mais normalement, tu vas nous faire des belles images en fin de semaine au Mont-Blanc, donc on espère qu'il va faire beau. Oui, alors normalement, je serai en direct live sur notre page Facebook samedi matin, donc ce sera vraiment pour les leftos, puisqu'on devrait arriver au sommet donc, du toit de l'Europe entre 6 et 8 heures du matin. Donc à ce moment-là, j'aurai le plaisir d'être avec Jean-Michel Jorda au sommet pour une petite interview et pour vous faire vivre justement cette ascension. Bon, on croise les doigts, on se lèvera, on mettra le réveil, Voilà, Seb. exactement. Que de la belle. Merci Manu, je te libère. Le sujet est prêt ou pas ? Le sujet est prêt dans le serveur. Tout est... Merveilleux. Mais je vous abandonne quand même. Oui, bon courage pour la suite. Merci. Seb, donc le deuxième titre, le monde du handicap était mobilisé ce mercredi. Oui, journée d'action nationale pour l'Association des paralysés de France, notamment en Savoie, à Chambéry. Et dans le même temps, ce sont les accompagnants des élèves en situation de handicap. C'est le nouveau nom pour les auxiliaires de vie qui, eux, manifestaient devant l'inspection académique. On voit des images, car aujourd'hui, il n'y a pas assez d'AESH en Savoie, et du coup de nombreuses familles se retrouvent un petit peu démunies avec ce manque d'auxiliaires de vie. Tu restes avec moi parce qu'on passe à la revue de presse avec des images d'un sauvetage, des images assez impressionnantes. Oui, une vidéo postée par Fred Souchon, qui est secouriste lui-même au PGHM de Chamonix, et il a filmé une opération de secours de 4 alpinistes en détresse sur la face nord des Drues avec une caméra embarquée. On regarde quelques images. On est mieux là. Enfin, c'est joli, mais... On est mieux.
Et puis, je vais pouvoir apprendre à lancer des haches. Oui, tu connais le lancer de hache? Bah non, je connaissais pas, mais ça Tu peut vas être pouvoir avoir inspirant. l'occasion. Direction Chambéry, juste à côté du phare, puisqu'un centre de lancer de hache vient d'ouvrir. Le gérant Benoît Blache a découvert cette activité au Canada lors d'un voyage récent. Je sais que toi et Manu, qui était avec nous, êtes particulièrement adroit aux fléchettes. On espère que vous aurez la même dextérité lors de ce centre de hache. Alors le principe il est assez simple, hein. Il faut planter la hache au centre de ce rondin de bois. Il existe plusieurs distances et plusieurs poids de hache. Et Benoît Blache, le gérant, compte bientôt lancer des tournois et des championnats, donc peut-être que vous pourrez vous inscrire. Bah, ça se tente, une équipe collective. Alors je vais pas te mentir, j'ai complètement oublié de noter tes revues de presse, donc je vais pas pouvoir te lancer. Eh ben, je me lance toute seule, comme la hache. On commence avec un article d'Éco-Savoie-Mont-Blanc qui s'est intéressé à un chantier du côté de Métessy, un chantier d'intérêt régional. Mais ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'ils reviennent sur la situation des archéologues, qui est une profession, je l'ai appris en lisant l'article, très précaire. Les CDI, par exemple, sont très rares. Le salaire médian dans la profession, c'est 1 700 € mensuels net. C'est moins, par exemple, qu'un chauffeur de BTP, alors que les conditions de travail peuvent être assez difficiles. C'est souvent en plein soleil et au milieu de la poussière. Les horaires peuvent être compliqués. Voilà. Donc, du coup, on en apprend plus sur ce métier qui nécessite au moins 5 ans d'études, un métier pratiqué par des passionnés. Donc, voilà, un article assez intéressant qui les met un petit peu en lumière. Donc, voilà, à lire sur le site d'Éco-Savoie-Mont-Blanc. Et puis donc le deuxième article avec une petite info, on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans le JT cette semaine. Tu le sais, le Premier ministre Édouard Philippe sera en Haute-Savoie vendredi. Donc nos confrères de France Bleu font un petit peu le point sur son programme. Un accueil républicain est prévu en milieu d'après-midi à Annecy. Il va échanger avec les élus de Haute-Savoie. C'est une rencontre qui sera fermée à la presse. Et puis il prendra ensuite la direction de Chamonix pour une convention internationale qui réunit des décideurs, experts, professionnels et industriels du secteur de la santé. Le thème cette année, construire l'Europe de la santé. Donc nous, on n'ira pas à Chamonix, on va essayer d'aller du côté d'Annecy si on nous laisse travailler. Donc on va voir comment ça se passe. Merci beaucoup. Merci Seb, je te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Et comme promis, on parle culture pour poursuivre cette émission. Je vous en prie, merci d'être là. Je reçois Roland Leblé-Vennec et Ludivine Chopard. Vous êtes respectivement fondateur de Jazz Contrebande et directrice du Brise-Glace, l'une des structures qui accompagne partenaires de ce festival. Alors on va commencer avec vous, Roland. Depuis 22 ans, Jazz Contrebande bouscule les frontières. À sa création, c'était pas évident, je l'ai appris en préparant cette émission. C'était compliqué pour les musiciens, tout simplement, de traverser la frontière. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les jeunes de 22 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Il m'est arrivé d'aller porter des cautions en argent liquide pour faire passer des groupes. On avait censé des groupes qui arrivaient en retard. D'ailleurs, le premier groupe qui a joué à Jazz Contrebande à Châteaurouge, ils venaient de Genève et ils ont passé 2 heures à la douane. Donc ils n'ont pas eu le temps de faire de balance et tout ça. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et surtout pour rapprocher aussi les gens, parce qu'il y avait des gens qui habitaient à 3 km de Châteaurouge, mais côté suisse, et qui ne savaient même pas qu'il y avait un théâtre et une salle de spectacle et vice-versa. Donc on avait, ça nous Alors a attendez, il y a excité, juste un petit souci de son. Ah, il est là. Donc on va vous... Seb fait porteur de micro. Voilà, ça, on vous entendra mieux. Allez-y. D'accord. On vous a entendu. Hein, donc, je recommence pas. Pas besoin de tout recommencer. C'est pour plus de sécurité. Voilà, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et c'était surtout aussi pour que les partenaires se connaissent, parce qu'on a les mêmes métiers, mais on avait des structures de tailles différentes. On pensait que les Suisses et les Français travaillaient pareil. Ben non. Alors on a appris des choses intéressantes de chaque côté de la frontière. Et puis, ça a été un des premiers vrais projets transfrontaliers, spontanés. Et ça a été compliqué de mettre tout le monde en collectif? Ça a pris 22 ans. Donc là, maintenant, c'est bon, on y est. Oui, ça peut changer encore. Justement, Ludivine, quand on a une structure partenaire de Jazz Contrebande, comment ça se passe très concrètement pour travailler avec les collègues suisses? Ça se passe bien, c'est quand même important. Voilà. Effectivement, on a la chance d'être sur un département qui est limitrophe avec la Suisse. Ça nous permet de travailler à l'international vraiment facilement. Du coup, l'intérêt, c'est aussi de composer une proposition artistique sur le territoire, puisque finalement, la frontière avec la France, la Suisse, c'est assez poreux, il y a beaucoup de flux, et ça permet d'avoir une proposition cohérente, d'accueillir chez nous des artistes suisses, d'exporter des artistes français, et puis de faire se rencontrer les cultures musicales, qui ne sont pas forcément les mêmes, puisque les traditions des pays
sont différentes, même si ça reste des pays proches. Et aussi, ça permet aux salles de dialoguer entre elles et d'échanger sur leur façon de fonctionner, sur le repérage des groupes. C'est vraiment une dynamique de réseau très intéressante, c'est productif et puis c'est enrichissant pour tout le monde. Le lien, il ne se fait pas naturellement. Il faut ce type d'événement, disons, il a fallu la création de cet événement pour vraiment mettre tout le monde autour de la même table, autour de la même philosophie. Oui, oui, ça s'est fait tranquillement. Et puis, il y a eu des sympathies, il y a eu des antipathies. Il y a eu... non, mais c'est vrai, c'est humain, quoi. On est dans l'humain, là, principalement. Du coup, le gros temps fort, donc c'est là, dans quelques jours, du 1er au 30 octobre, 69 concerts prévus dans 27 structures différentes. Comment ça se passe, la programmation de ce festival-là, avec autant de structures, avec l'aspect frontalier, on l'a dit, comment ça se passe? L'originalité du projet, c'est qu'en fait, il y a 27 programmateurs, voilà. Ce qui différencie de certains festivals où il y a une commission de programmation. Là, chacun fait ce qu'il veut chez lui. D'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. C'est jamais arrivé. Et c'est vrai que moi, je trouve intéressant parce que ça donne une programmation très riche, en fait. Parce que seul, on ne ferait pas cette chose-là. Ou même à deux. Là, à 27, c'est génial. Et le fil conducteur, c'est le jazz. C'est le jazz. La découverte et la circulation des artistes. On défend aussi, alors il y a deux aspects un peu particuliers. Chaque année, on soutient une création. Donc cette année, c'est Arthur Natek qui fait la première partie de Electro Deluxe chez nous au Brise-Glace, donc qui est la création soutenue par le réseau. Et puis on a un tremplin aussi. Donc là, cette année, c'est Oggy and the Phonics, voilà, qui est l'artiste lauréat du tremplin organisé par le réseau. Donc il y a aussi une dimension vraiment de repérage et de soutien à la nouvelle création et aux nouvelles formes musicales du jazz, qui n'est pas forcément le jazz historique, c'est aussi le jazz dans sa dimension moderne et actuelle d'aujourd'hui. Et ça, cette dynamique-là, on la trouve des deux côtés de la frontière. Vous parlez de création. Oui, bien sûr, parce qu'on a des lieux relais, quoi. C'est ce qui est formidable. Sur ces 69 concerts, je vais vous demander un petit coup de cœur à chacun. Alors évidemment, toute la programmation est disponible sur le site et c'est tout le temps difficile de faire un coup de cœur. Voilà. Donc un coup de cœur chacun. Alors moi, c'est Élodie Pasquier, c'est une clarinettiste lyonnaise qui joue dans différents projets, et là qui joue en solo et qui est vraiment hyper charismatique. C'est très beau et voilà, ça demande un peu d'attention, mais c'est parfait. Puis moi, mon coup de cœur, c'est le lauréat du tremplin de l'année dernière, Oggy and the Phonics. J'étais présent là, mais je ne faisais pas partie du jury, et je me tenais les pouces pour que ce soit eux qui soient choisis. Et c'est eux qui ont été choisis, j'étais hyper content. Je voulais vous présenter oui. le passeport aussi. Eh ben, je l'avais, vous me grillez la priorité, donc je vous en prie. Donc il existe effectivement le passe-partout. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Il s'achète 5 €. Et puis ça donne une réduction dans tous les lieux qui sont à la page du milieu, autour du lac Léman, en gros, hein, dans le département de l'Ain. Parce qu'il y a les trois cantons côté Suisse romande, voilà. Et puis la Haute-Savoie et l'Ain. Et puis on fait aussi des concerts tout au long de l'année qui sont labellisés, et donc le passeport est aussi valable pour ces concerts-là. Un concert labellisé Jazz Contrebande, ça veut dire qu'il a quoi comme spécificité? C'est un des partenaires qui fait un concert de jazz sympa, et puis... Et puis il le labellise et puis on y va. On n'a pas parlé des masterclass, que donc il y a ce temps fort, ce mois de concerts là qui va démarrer dans quelques jours. Mais il y a tout le travail de création dont vous avez un petit peu parlé. Il y a 3 masterclass. C'est important, disons, d'aller au-delà de la présentation de groupe, etc. Vraiment d'être dans l'accompagnement. Oui, alors après, pour nous, dans le système français, on est labellisé SMAC, donc oui, c'est quelque chose de vraiment important dans l'émission. SMAC, scène de musique actuelle, voilà. Pardon. Du coup, c'est l'accompagnement, c'est important. Et il y a surtout une dimension de transmission aussi dans la masterclass qui permet à des artistes reconnus d'échanger avec des étudiants, des élèves musiciens, des futurs professionnels peut-être. Du coup, c'est vraiment important et c'est aussi un moment privilégié d'échange avec les artistes pour mieux connaître le secteur musical et mieux s'y insérer. Voilà, c'est une dynamique qui est importante dans les notions de réseau. En tout cas, c'est vraiment important. On a fait déjà 22 ans, c'est encore parti pour de longues et belles années. La logique frontalière, elle n'était pas évidente il y a 22 ans. Aujourd'hui, c'est acquis et ça a vocation à se développer encore plus. Oui, elle n'était pas du tout logique il y a 22 ans. Et aujourd'hui, elle est logique. On parle du Grand Genève, ce qui fait crier certains et rire d'autres.
Mais c'est une réalité, quoi. De tout temps, d'ailleurs, les paysans savoyards qui habitaient dans la région de Genève, ils amenaient leur lait à Genève depuis le Moyen-Âge. Hein. Ils ne s'embêtaient pas à franchir le Salève pour aller porter leur pot de lait ailleurs. Donc, c'est une réalité. Il faut qu'on travaille ensemble. On a des belles structures de chaque côté de la frontière. Donc oui, il y a un potentiel terrible. Puis maintenant, on s'aime. Bon, tant qu'il y a de l'amour, tout va bien. Donc je rappelle, les billets sont en vente sur le site jazzcontrebande.com ainsi qu'auprès de chaque structure avant chaque concert. Il y a aussi, donc on l'a dit, le passe-partout qui est disponible jusqu'au 30 septembre. Si je ne me trompe pas, et qui donne donc, vous l'avez dit, accès à des tarifs réduits dans toutes les salles durant le festival et durant la saison pour les concerts labellisés. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Merci Ludivine, vous restez avec moi. Un bon festival du coup. Et puis merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Alors, on va rester évidemment dans le domaine de la culture, on va s'intéresser à la saison culturelle du Brise-Glace, une saison particulière puisque le Brise-Glace fête ses 20 ans. Vous l'avez vraiment construit comme une saison anniversaire, cette saison qui a commencé? Alors oui, on l'a forcément conçu comme ça, on l'a conçu comme un peu une saison événement. Par contre, on s'est dit qu'on ne voulait pas être dans la nostalgie ou dans la mémoire. On veut plutôt être, au contraire, montrer comment, même en ayant 20 ans d'existence sur un territoire, on peut se questionner, se renouveler et s'ouvrir à d'autres formes esthétiques, à d'autres projets. Et on l'a surtout conçu comme une saison, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire un seul événement phare, même s'il y aura des temps phares, bien sûr, mais de se dire qu'on allait faire des petites propositions au fil de la saison à notre public et peut-être s'autoriser des choses qu'on ne s'autorisait pas précédemment. Voilà, par exemple Alors, par exemple, je suis un peu embêtée parce que je ne voudrais pas spoiler les surprises qu'on prépare, mais disons qu'on est parti sur... alors, habituellement, on vient au Brise-Glace soit pour répéter, soit pour voir un concert. Mais en fait, non, il n'y a pas que ça. On peut aussi venir au Brise-Glace pour être surpris. Il y a des formes de diffusion aujourd'hui qui sont autrement qu'un public qui regarde un concert. Il y a des sortes de performances participatives. Il y a des moments où le public peut être acteur aussi d'un dispositif spécifique musical. Voilà. Donc, après, pour en savoir plus, il faudra venir participer, voilà, en toute confiance, les yeux fermés. En 20 ans, la musique actuelle, déjà, quand on parle de musique actuelle, pour ceux qui ne connaissent pas, musique amplifiée, ça marche? En gros, c'est toutes les formes de musique qui nécessitent plus ou moins une amplification pour fonctionner. Du coup, ça laisse un peu de côté la musique savante, la musique classique et la musique traditionnelle. Voilà. Quand on parle donc de musique actuelle, en 20 ans, elle a évolué. Comment ça va? Alors ça va bien, ça va bien, mais effectivement ça a beaucoup évolué. Il y a 20 ans, c'était les premières politiques publiques en direction des musiques actuelles, avec notamment la création de lieux comme le Brise-Glace qui ont été insérés dans un dispositif du ministère de la Culture, vraiment pour diffuser ces formes-là auprès d'un public jeune. C'était un élément important aussi de la politique de la jeunesse. Aujourd'hui, on voit bien que notre public n'a plus 20 ans. Donc, on a réussi aussi à ouvrir notre public. C'est pas seulement les jeunes, c'est vraiment toute génération confondue. Après, c'est un secteur qui est très en forme, très dynamique, qui se renouvelle beaucoup, qui crée beaucoup de nouvelles formes. Nous, on a des studios de répétition, on accompagne des groupes et ça nous permet d'être toujours à la pointe des créations. C'est vraiment, les musiques actuelles, c'est une chance pour les musiciens, c'est un laboratoire de création. Ça crée beaucoup, ça fusionne beaucoup, toutes les esthétiques sont mélangées. Et on a vraiment aujourd'hui des jeunes générations de musiciens qui sont très proactifs sur le développement du secteur. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, on est, comme toute mission d'intérêt général qui dépend plus ou moins du financement et de la puissance publique. On n'est pas toujours dans des situations budgétaires très confortables. Ça oblige à être créatif et puis ça oblige aussi à rappeler le sens de ce qu'on fait et comment on s'implante sur un territoire. Vous avez fait des importants travaux, puisque vous avez parlé des studios. Il y avait besoin d'un petit coup de frais. Là, l'idée, c'est encore une fois d'accompagner au mieux tous ces groupes, tous ces jeunes groupes en émergence. Oui, tout à fait. Alors, on a fait des travaux dans l'été. Ce sont des travaux qui ont été dirigés par la ville, puisque le bâtiment appartient à la ville, avec le soutien financier de la ville, de la région et d'un ensemble d'autres partenaires. Alors, pour le moment, on est sur des travaux dans la partie grande salle de concert. Donc, on a de nouveaux fauteuils et de nouveaux sols, très confortables.
c'est parfait, voilà. Et à plus ou moins court ou moyen terme, on s'interroge vraiment sur le bâtiment qui a 20 ans et qui forcément est un peu obsolète par certains côtés, notamment sur la partie accueil du public, studio, où les attentes ont beaucoup évolué. Et du coup, aujourd'hui, on aimerait vraiment s'engager et on sensibilise là-dessus sur un brise-glace 2.0, peut-être la version 2, qui soit plus chaleureux, plus interactif et vraiment en phase avec les attentes des musiciens et des groupes et qui nous permettent de propulser tout un tas de nouveaux projets. Donc de beaux projets, on n'espère pas dans 20 ans. Voilà. C'est ça, on va essayer d'accélérer un peu. Tout à fait. Donc là, on rentre dans la saison, une quarantaine de concerts. Vous avez compté juste avant de rentrer en plateau d'ici janvier pour la saison d'automne. C'est beaucoup, c'est tout le temps difficile. Une ou deux dates un peu fortes? Alors, une ou deux dates un peu fortes. Alors, le week-end anniversaire quand même, parce qu'il y en aura un, c'est le 22, 23, 24 novembre. L'idée, c'est... Alors, il y a déjà des dates qui sont annoncées. On a un ciné-concert, on a un concert classique le vendredi et le samedi soir, et on est en train de finir les propositions surprises du samedi. Ce sera vraiment le grand week-end d'anniversaire avec un gâteau. Bon, on a essayé les feux d'artifice, les fumigènes, je ne sais pas si on va y arriver, mais voilà, ce sera quand même le week-end un peu important. Après, dans les dates, peut-être mes coups de cœur à moi, il y a Igor, qui est une date plutôt, on va dire, autour de l'esthétique métal, qui sera au mois de novembre. On a une petite incursion musique du monde aussi en janvier avec Bombino. Et puis là, à plus courte échéance, on a les Américains de Elysian Fields qui reviennent chez nous. Voilà, ça c'est mes coups de cœur. Après, c'est vrai que 40 dates jusqu'au mois de janvier, ça fait vraiment beaucoup. C'est foisonnant et ça permet au public de s'y retrouver. On a vraiment tout un tas de propositions, des esthétiques différentes. Et on a aussi nos concerts du mercredi, qui sont des concerts dédiés à la scène locale, régionale. Ce qui veut dire qu'on fait un travail important de repérage des groupes et c'est le créneau pour nous, pour les mettre en valeur. Du coup, on incite quand même largement le public à venir découvrir aussi cette proximité-là. Et on retrouve toutes les dates, toutes les infos sur le site le-brise-glace.com. Merci beaucoup, Ludivine. Merci. Merci bien. J'accueille maintenant Cécile Bouget, que je n'ai pas croisée. Ah, elle est là. Bonjour, Cécile. Non, mais je ne t'ai pas croisée avant d'aller, avant de rentrer en plateau. Je vois que vous êtes en forme. C'est la 3e réprimande depuis que je suis arrivée. Mais en tout cas, déjà, tu vois, j'avais noté merci de rempiler cette année. C'est un plaisir de te recevoir sur le plateau d'Accès Direct pour cette 2e saison. Plaisir partagé. Plaisir partagé. Et donc, tu nous as fait une belle sélection d'initiatives avec une boutique, des boutiques, si j'ai bien compris, avec un parcours et un profil assez atypique, assez intéressant. Oui, ça s'appelle Alpabi. C'est une association qui a une 15aine d'années. Et qui a pour mission la réinsertion professionnelle et sociale. Donc une vingtaine d'employés qui passent par Alpabi pour, après un accident, comme on dit souvent, un accident de la vie. Et ils bénéficient d'un accompagnement individualisé autour de la récupération et de la remise en état, alors vraiment en toute petite partie, et la vente principalement de vêtements, c'est les photos qu'on voit là, mais aussi d'objets, de vaisselle, de livres, de CD, de jouets, il y a tout un tas de choses. Donc ça se passe sur plusieurs sites. Alors le siège est à La Roche-sur-Foron, où il y a l'atelier où on voit les personnes travailler, un magasin qui réunit tout ce que Alpabi commercialise, et puis 2 boutiques qui ont exactement la même configuration qu'une boutique traditionnelle, une à Salanches, une à La Roche-sur-Foron. Et donc, ça fait 15 ans qu'ils existent. Moi, je les connais depuis un petit peu plus longtemps, parce que pour leurs 11 ans, ils avaient organisé un défilé de mode. Et c'est là que je m'étais dit, tiens, ça c'est une initiative sympathique. Donc, l'idée, c'est donc évidemment de favoriser l'accès au retour à l'emploi, on va dire, de personnes en difficulté, mais c'est aussi de mettre à disposition des vêtements, des produits pas chers, mais aussi de mixer les populations, puisque les boutiques sont ouvertes à tous. Donc je disais, ils collectent tout ça par des containers. Il y en a un à Étaux, par exemple. Sinon, ils sont en train de tester un nouveau principe qui sont des box qu'on met sur des sites privés. Donc là, ils en ont mis un au conseil départemental, par exemple, à Marigné. L'idée, c'est de le poser dans des entreprises, pourquoi pas. Les personnes peuvent apporter ce qu'elles veulent donner sur les 3 lieux, donc La Roche-sur-Foron, Salanches. Et puis, ils récupèrent aussi les invendus de boutiques traditionnelles.
Ensuite, ils les trient, ils contrôlent que tout va bien. S'il le faut, ils font des tout petits ravaudages des vêtements. Et puis ensuite, ils les mettent en vente. Et donc, le directeur, Régis Maslow, me disait que plus le temps passe, plus il récupère de choses, mais malheureusement, moins la qualité est au rendez-vous. Donc, petite parenthèse, ce n'est pas une déchetterie. Hein. Il faut qu'on se l'idée, c'est de donner des vêtements voilà, il faut que ce soit propre, réutilisé. Oui, en état, pour que ce soit revendu dans la foulée. Et donc, en passant par les entreprises, ils se disent que peut-être la qualité sera un peu meilleure que... parce que, voilà, Régis Maslow, encore lui, pour ne pas le citer, me disait on ferme la boutique, le lendemain matin, on a des choses sur le palier. Donc voilà, ça part d'une initiative généreuse de donner, mais voilà, ils ont besoin que ce soit des produits qui soient propres et prêts à être vendus. Donc ils ont évidemment une page Facebook, un site internet, et puis ils cherchent des bénévoles, alors pas des personnes pour faire le tri et vendre, puisque ça c'est des salariés, mais des personnes pour rejoindre le conseil d'administration, pour donner peut-être un second souffle, et puis pourquoi pas lancer d'autres opérations sur la Haute-Savoie. Eh ben, on a noté donc Alpabi. Et puis une autre initiative qui peut intéresser les parents, des haltes garderies itinérantes. Voilà, c'est Planète Carapate, donc voilà un bébé bus, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc ce sont des crèches itinérantes, il en existe deux bébés bus, sur 2 circuits différents. Ils desservent 4 communes, 5 jours par semaine. Suivant le circuit, que ce soit, alors il y en a un Fier-Réus, il y en a un autre du côté de Chêne-en-Semine, Chilly, Mincillet, Dingy-Saint-Clair. C'est 8h30, 17h30, voire 18h selon. Et le bébé bus s'installe à proximité d'une salle communale, peut accueillir 5 bébés pour la sieste, puisqu'ils ont 5 couchettes, on a vu sur les photos. Pendant ce temps-là, les autres enfants jouent dans la salle communale. Ils peuvent accueillir jusqu'à 17 enfants. Et c'est un mode de garde qui peut être complémentaire au mode de garde ordinaire ou principal. Mais Pascale Monange, qui est donc la créatrice de ce dispositif, me disait qu'il y a des familles qui basculent en mode principal avec Planète Carapate. C'est vrai que comme ils se déplacent, on va dans des communes rurales où il n'y a pas forcément de structure. Et donc les parents sont bien contents de trouver un endroit pour pouvoir faire garder leurs petits. C'est exclusivement des enfants de moins de 4 ans. Et donc il y a le personnel formé, agréé. Eux sont agréés par la CAF, par la PMI. Enfin, tout va bien. Tout va bien, tout se passe bien. Puis quand on voit c'est plutôt mignon. C'est plutôt chouette, ouais. Donc Planète Carapate, et donc pareil, il y a une page Facebook. Ouais. Et on termine avec un petit clin d'œil solidaire. Oui, un petit clin d'œil solidaire. Le fameux festival de Dragon Boat qui a lieu 6 et 7 octobre à Annecy. Paraît-il que c'est le plus grand festival de Dragon Boat de France. 17 pagayeurs, on va les croire, et puis on va faire en sorte que ce soit le cas. Hein. Je vous retrouverai sur un... Évidemment, sur mon Dragon Boat. 17 pagayeurs par embarcation. En 2017, il y avait 34 équipages. 2 courses, c'est a priori la nouveauté de l'année. Une de 2000 mètres, une de 200 mètres. Et les participants sont déguisés. Et puis, et pourquoi je voulais parler d'eux? Parce que cette année... pour 1 euro par inscription sera reversé à C'est pas impossible, qui est une association qui accompagne les malades de la sclérose en plaques et leurs familles, qui existe depuis 2014. Et on espère qu'ils seront très très nombreux pour pouvoir aider le plus possible, C'est pas impossible. Et donc c'est... ils m'ont coupé du 6 au 7. C'est 6 et 7 octobre sur le lac d'Annecy, base nautique des Marquisards. Et il est encore possible de s'inscrire? Je ne sais pas. On va dire que oui. Merci beaucoup Cécile. Mais de rien. Merci. Ça me rejoint pour le rappel des titres puisqu'il est bientôt 18h30. Je suis dans un timing parfait. Parfait, oui. Bien joué. Donc on va partir du côté de Saint-Jean-Tholome. Oui, un petit village du Faucigny, moins de 1000 habitants, mais des problèmes, une zizanie à cause d'un projet de carrière. À cause d'un projet de carrière qui ne fait pas l'unanimité. C'est le conseil municipal qui a ce projet depuis 2017 et les habitants viennent d'en prendre reconnaissance. Donc pour l'instant, ça fait un petit peu de buzz. Et puis une mobilisation aujourd'hui dans les rues de Chambéry, c'est toi qui a été tourné. Oui, 2 rassemblements, un devant l'inspection nationale de l'académie, où là ce sont les accompagnants d'enfants en situation de handicap, le nouveau nom pour les auxiliaires de vie, les AVS, qui ont manifesté. Il n'y a pas assez d'auxiliaires de vie en Savoie, on ne recrute pas. Et puis l'association des paralysés de France qui elle aussi avait un rassemblement pour là dénoncer le projet Élan qui fait
petite part pour les logements accessibles aux handicapés. Et puis sur une note un peu plus positive, on verra aussi quelques images de handisport. Oui, avec Camille qui a mouillé le maillot. Voilà. Merci beaucoup Seb. Merci. Ne bouge pas, tout de suite pour le JT. On revient pour plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc dans quelques minutes. À tout à l'heure.